La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La vérité si je vends. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Colin Lalouette, donc le fondateur et CEO donc à la fois d'Advisor et de B2B Rocks. Salut Colin, comment vas-tu? Bonjour Hugo, ça va très bien et toi? Ouais, ça va super. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de te poser des questions, est-ce que tu pourrais présenter Advisor pour ceux qui ne connaîtraient pas encore votre site? Ok. Advisor est une plateforme qui permet aux éditeurs de logiciels de venir présenter leur marque, leur logiciel à travers des pages produits comme sur une marketplace, j'ai envie de dire. Ça, c'est le côté plutôt back-office pour les éditeurs de logiciels. En frontal, on est un média permettant à plus de 1,2 million de visiteurs par mois de venir prendre de l'information, répondre à leurs problématiques, aussi bien sur comment je vais faire une facture sans TVA si je suis un auto-entrepreneur, ou comment je vais mettre en place un système de BI intelligence ou autre sujet, quel qu'il soit. Donc, on adresse plus de 500 catégories logicielles, et donc Ouais. on a à peu près 5000 articles qui vont aborder toutes ces thématiques en français, anglais, espagnol, italien, anglais et portugais. Ouais, c'est devenu un peu la plateforme incontournable quand tu as envie de comparer un logiciel ou au moins te renseigner avant. Effectivement, tout le monde regarde un peu. Enfin, je pense que tu l'as vu ce phénomène, que les gens regardent de plus en plus en ligne, évidemment. Tout à fait. Avec quelques particularismes, vu que nous aujourd'hui on est leader sur la partie européenne, Mhm. dans lequel les avis, les reviews sont moins importantes. Elles sont importantes toujours, mais elles sont moins importantes que côté USA, avec des Ouais, plateformes concurrentes type Capterra ou G2, qui ont vraiment fait de la partie review leur élément différenciant. Nous, notre élément différenciant, c'est notre capacité de capter du trafic sur l'audience, sur les personas vraiment spécifiques de nos clients à travers des articles qui sont rédigés sur mesure pour leur ouais, permettre justement à ce trafic de pouvoir prendre connaissance de la marque et ensuite de pouvoir cliquer sur les pubs. Ce qui nous amène à des taux de conversion qui sont largement supérieurs aux standards du marché, puisque les personnes arrivent déjà dans un funnel de conversion où quand elles vont cliquer, elles sont déjà au courant par rapport à une publicité sur Google AdWords, où on clique un peu par hasard, on arrive sur une landing page qui n'est pas forcément aussi contextualisée que les articles en ouais. rédigé. Ouais, non, et on confirme effectivement, les leads sont beaucoup plus qualifiés parce qu'ils connaissent un peu déjà la solution avec l'article. Alors du coup, pour la première partie de cet épisode, tu avais une passion que j'ai jamais eu encore jusqu'à présent. Tu peux nous en dire un peu plus du coup? Alors des patients, j'en ai beaucoup. Il a fallu Ouais. j'en trouve, que je sélectionne. Mais voilà, par rapport à la thématique que vous adressez et par rapport à la cible, je pense qu'une qui correspond beaucoup, c'est l'alpinisme, Mhm. parce que elle démontre à un moment donné beaucoup de pugnacité pour arriver jusqu'au haut de sommet qui dépasse 3000, 4000 mètres, avec surtout le goût de l'effort, le goût du challenge, voilà, tout ce qui est satisfaisant Ouais. aujourd'hui, parce que forcément, quand on monte un pic qui est enneigé, sur lequel il peut y avoir un peu de vent, sur lequel on va dormir dehors avec une tente bivouaquée, voilà, passer une nuit à plus de 3000 mètres, alors c'est pas l'expérience la plus romantique que je proposerais Ouais. euh, à certaines personnes, mais en tout cas en termes de goût du challenge, j'ai rarement connu plus efficace. Et bien sûr ensuite pour prendre du retrait, hein, un petit peu pour voir la global picture de tout ça, qu'on se retrouve en haut, forcément on voit la petite problématique qu'on avait, qui finalement ne devient qu'une solution Mhm. qui devient évidente parce que on a pris ce recul nécessaire. Et, et comment on s'y met à l'alpinisme? Parce que moi j'ai mon grand-père qui est fan aussi de ça, qui a monté le Kilimandjaro. Ça m'est jamais passé par la tête de me dire, ok, demain je vais monter un sommet de 3000 km. Enfin 3000 mètres plutôt. Comment tu t'y es pris un peu? Comment c'est venu? Écoute, la première fois, c'était un peu par hasard, par opportunisme dans le bon sens du terme. J'étais parti Mhm. faire une conférence dans une ancienne vie en tant que doctorant, apprenti docteur au Népal. Et Ok. je m'étais dit, quitte à faire la conférence là-bas, je vais rester un peu sur place. Et c'est là que j'ai commencé à gravir la chaîne de l'Himalaya où j'avais fait mon premier 4000 mètres. Alors, Donc c'était dans des conditions, voilà, qui étaient des conditions on va dire, naturistes, hein, qui
toujours fait de petites randonnées, de belles randonnées, mais qui a jamais marché pendant 4 jours d'affilée, avec du coup, voilà, tout Matériel et l'appareil, compagnie, avec ouais. pit stop, voilà, tout qui était organisé. Ça, c'était un peu la première étape du sujet. Voilà, j'étais avec des chaussures Décathlon à l'époque, voilà, parce que c'était pas du tout préparé. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, on apprend à repérer les lieux, on apprend à regarder les versants sur lesquels on va attaquer, on va acheter le matériel. Donc au début, c'est des bonnes chaussures. Après, c'est quand même rapidement des chaussures avec des pics, des Mmh. crampons. On va prendre du cordage parce que on va passer sur des crêtes sommitales où on va voir d'un côté 2000 mètres plongeants et de l'autre côté quelques crevasses. Donc au fur et à mesure, on monte un petit peu en expérience et en termes de bon gestionnaire des risques, hein, comme tout bon start-upper, on sait trouver les moyens à mettre en place pour être sûr d'arriver jusqu'en haut, quoi. Ah, c'est fou, tu m'en parles, j'ai les mêmes boîtes. Non, non, c'est incroyable. Et donc du coup, enfin bon, sans faire forcément de lien avec ton travail, mais comme tu disais, j'imagine, enfin ça t'apporte un côté, enfin une pugnacité que tu t'as pas autrement. C'est quoi aussi? C'est le fait de se dire bon bah j'étais tout en bas de la montagne, j'ai réussi à la grimper. C'est le côté aussi bah planification en amont, j'imagine, qui doit être assez important. Qu'est-ce que ça t'a un peu apporté C'est un petit peu tout ce que tu viens de dire, mais je pense Ouais. que peut-être ce qui m'a apporté le plus, c'est en fait cette capacité à relativiser. Mmh. Parce que quand on sait que dans 3 mois, 2 mois, un mois, on a ce challenge qui arrive, on se prépare mentalement. Et au final, si je fais ça, je pense, c'est aussi parce que ça retire le stress de la vie quotidienne. Parce Mmh. que le challenge est tellement élevé où tu te dis, bon, finalement, là, il faut qu'on prenne 20 points ce mois-ci de trafic, ou il faut qu'on gagne absolument 40 clients, ou qu'on trouve 10 key accounts. Tu dis, bah, voilà, c'est juste à un moment donné, c'est juste des appels, c'est de l'organisation, c'est des emails, c'est du trafic à générer, des articles, voilà, c'est juste de la bonne organisation, mais on risque pas sa vie. On Ouais. risque, on peut avoir des difficultés professionnelles. Il y a des upside down comme sur une montagne, mais sauf que là, on peut se permettre d'être un petit peu à côté. Quand on est sur ce type de challenge, on peut pas se permettre de louper quoi que ce soit. Quitte même à Ouais. tout annuler. Hein. Ça m'est déjà arrivé au moins 2 fois d'annuler la veille parce qu'on dit non, on n'y va pas, c'est pas la peine, c'est trop dangereux. La météo était pas la bonne, c'est ça? Donc c'est peut-être ça. En fait, c'est prendre de la hauteur et trouver du stress positif sur un challenge sur du long terme qui permet finalement de relativiser les autres petits challenges, tracas du quotidien, problèmes financiers, RH, business, croissance, tout ce que tu veux par rapport à ça. Ouais, j'imagine effectivement si tu as risqué ta vie par le passé effectivement en escaladant une montagne, bah, tout le reste ça te paraît un peu minime. Tu des petites anecdotes justement à raconter, dans certaines excursions où tu t'es fait un peu peur ou je sais pas, un manque de préparation, peut-être pas de nourriture non plus, mais Alors j'en ai plusieurs, ouais. j'ai en gardé une justement auquel je m'attendais pas. C'était un des pics, un des premiers pics que j'avais fait, et je pensais qu'en fait à la fin de l'ascension, à la fin de la descente, que le lendemain j'avais des rendez-vous sur Paris. Et donc je m'étais dit bah voilà, je prends le temps et je prends le train et je vais arriver sur Paris. Je suis arrivé sur Paris à l'hôtel, j'ai dormi pendant 24 heures. Tellement j'avais été éprouvé d'un point de vue mental et Ouais. physique. Je pensais que le physique en fait, enfin, tout ça en fait ferait en sorte que je serais super excité dans une forme olympique. Au contraire, j'étais complètement à plat. Alors bien sûr, 3, 4 jours plus tard, j'étais dans une forme olympique plus. Mais en tout cas, j'avais pas prévu ça. Et heureusement, ces rendez-vous-là s'étaient fait annuler. Pourtant, je venais de Montpellier en temps normal. J'aurais été quand même un peu frustré. Là, autant dire que j'avais sauté au ciel en voyant que les rendez-vous s'annulaient, quoi, pour pouvoir dormir en plein milieu d'après-midi, quoi. Ah c'était dû à La quoi? C'est parce sieste que du tu skiot de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 8 heures du matin, quoi. ah ça fait du bien. C'était dû à quoi? C'est parce que tu crispé, c'est fort, émotionnellement aussi justement? C'était trop fort émotionnellement, Ouais. effectivement, marcher pendant plusieurs centaines de mètres sur une crête sommitale, monter avec 2 piolets à la fois parce que la pente était trop dure et trop verglacée, où on sait que si on loupe un coup avec le piolet, on peut se rattraper avec le deuxième, mais si on se rattrape pas, on va glisser sur 400 mètres et voilà. C'est- il y a quelques risques, donc c'est vrai qu'effectivement, ça permet de relativiser tous les autres. C'est dit avec le sourire, avec une telle décro tu pas l'air trop stressé donc si tu l'es pas, moi non plus. Hem
pour la deuxième partie, ça va être un sujet un peu intéressant pour le coup qu'on n'a pas forcément évoqué, un peu plus de lead génération. Donc justement, il y a quelque chose que tu as mis en place chez Advisor qui t'a un peu permis d'accélérer ta croissance. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette initiative? Oui, tout à fait. Euh, Toute entreprise, quelle qu'elle soit, a un business model établi au démarrage et va naturellement, dès lors où elle va tester, éprouver, améliorer ce business model, arriver à un plafond de verre. Mmh, C'est particulièrement le cas en termes de génération de leads et de clients. Donc naturellement, Advisor, de par notre grand trafic sur par exemple les meilleurs logiciels CRM, forcément, si on faisait ces articles, ces pages produits, ces annuaires, c'est pour générer une audience d'utilisateurs finaux qui sont intéressés par les ouais, CRM. Mais bien évidemment, les éditeurs de logiciels CRM vont aussi également taper les mêmes requêtes meilleurs logiciels CRM pour voir dans quelle mesure ils rankent dessus. Et quand ils tombaient sur les articles sur Advisor, comme ils tombent toujours dessus, naturellement, ils vont vouloir être cités dans ces articles. On les invite à se référencer d'abord et ensuite on les onboard. oui, Mais ça arrivait jusqu'à un plafond de verre dans lequel, à un moment donné, ça nous suffisait, mais pas autant que ce qu'on voulait pour passer vraiment du modèle de startup à celui de scale-up, qui à un moment donné, sky is the limit. Donc, comment à un moment donné arriver à crever ce plafond de verre? mmh, Nous, on l'a fait. Voilà, généralement, les entreprises sont sur une stratégie soit outbound, parce qu'il y a un vrai ADN commercial dans l'entreprise depuis le démarrage et jusqu'à un moment donné où ça trouve en partie ses limites et elle va s'adresser à une thématique beaucoup plus inbound en créant du contenu, ouais, en faisant du SEO, en faisant de la lead gen sur les réseaux sociaux, etc. schéma un Euh, peu classique, ouais. Ça, c'est ce qu'on peut trouver souvent. On passe de l'outbound à l'inbound. Nous, on était plutôt sur une logique où on a de l'inbound, mais on veut pas se développer sur l'outbound parce que je voulais pas, du coup, avoir un service commercial de 15 SDR et ainsi de suite. Donc, on a fait un tout autre pari qui était celui de faire l'acquisition d'une marque existante, Mmh, une marque dans l'événementiel pour les éditeurs de logiciels SaaS, qui sont notre cible, qui sont nos clients, ouais, dans laquelle on s'est dit, finalement, pourquoi pas essayer de targeter le monde entier à travers cette marque événementielle, puisque on va inviter des personnes aussi bien de Facebook que de Aircall, que de Snowflake, d'entreprises extrêmement bien établies, très puissantes, qui ont énormément d'insights, de track records à mmh, partager. On va les inviter gratuitement en tant que guests, parce qu'ils vont apporter de la valeur à cet événement. Ça va permettre d'attirer beaucoup plus d'entreprises qui sont encore au early stage, ouais. start-up, scale-up, enterprise, qui sont aussi intéressés, soit pour écouter, soit pour networker, soit pour apprendre, soit pour se développer en fonction des différentes thématiques de tous nos participants. Et ça, du coup, ça nous a permis de trouver justement des nouveaux clients parmi ces speakers qu'on vient de citer, bien évidemment à travers les milliers de participants qu'on a eu sur ces 2 dernières éditions, parce que ça fait 2 ans Mmh, qu'on a repris la marque B2B Rocks et la prochaine édition est au mois de septembre. Voilà, ça nous aura généré quelque chose comme 5000 leads, en plus ah de oui, s'intégrer totalement dans tout l'écosystème fonds d'investissement, private equity et les écosystèmes partenaires qu'on peut avoir classiquement de type Station F, tous les incubateurs de France et de Navarre, la French Tech en France et à l'international, etc. super intéressant. Comment ça s'est fait du coup? C'est que tu t'es dit, «Je vais analyser un peu mon écosystème ou là où je pourrais trouver des synergies pour justement acquérir une société événementielle qui correspond un peu à ma cible, mais en fait qui va peut-être même plus loin». C'est ça un peu, l'idée de base? Bah, j'ai envie de dire, on réfléchit pas toujours à tous les plans. Mmh, Néanmoins, à un moment donné, quand on jette des graines un peu partout, il y en a certaines qui prennent. Ce que je veux dire par là, c'est pas que j'ai cherché justement pour faire une acquisition, mais à force du faire du bruit, notamment parce un des premiers sujets qu'on aurait pu aborder, c'est le jour où j'ai écrit un livre qui, en termes de business, en tout cas sur la France et l'Europe, a totalement changé l'ampleur d'Advisor, parce que dès lors où on écrit un livre, en tout cas en France, aux États-Unis, c'est connu pour être un coup marketing, mais en France, on paraît pour un auteur expert du sujet. Peut-être qu'on l'est un petit peu plus aussi en France parce qu'on a ce droit de réserve qu'on se donne à un moment donné avant de prendre la parole, de mmh. s'assurer qu'on a des choses intéressantes à valeur ajoutée à Ouais, sur ce proposer. sujet, ouais. Voilà, donc ça, c'est le premier sujet qu'on avait abordé.
Mais du coup, pour répondre à ta question, en fait, c'est des personnes qui sont venues vers moi, tout particulièrement Éric Burdier du fonds d'investissement Axeléo, qui me connaissait, qui connaissait justement ma pugnacité, le goût du challenge, le goût de bien aimer faire les choses bien, et qui savait en me cédant la marque B2B Rocks, qui savait qu'on allait la faire perdurer, voire même essayer d'embellir et de donner toutes ces lettres de noblesse, puisqu'aujourd'hui, ça reste une marque qui a quand même plus de 10 ans, qui a Ouais. 12 ans exactement, qui avait déjà été créée par Alex Delivet à l'époque, qui aujourd'hui est toujours dans l'écosystème de l'événementiel, en plus d'avoir créé son propre SaaS. Et voilà, comme ça, tout s'est fait naturellement, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, et puis c'est un biais super intéressant, enfin un levier marketing pour vous de génération de leads. Comme tu disais, 5 000 leads, c'est ça que ça vous a généré? Du coup, comment ça s'est traduit après? C'était des personnes à recontacter ou non, qui sont naturellement venus s'inscrire sur votre site pour créer enfin, qu'il y ait une page, enfin un article qui soit rédigé? Comment ça s'est fait? Bah, notre force chez Advisor, c'est de travailler des Mmh. tunnels marketing. Donc, on le fait naturellement en créant des contenus SEO, des articles SEO qui vont amener la bonne audience, qui va ensuite, du coup, cliquer sur les bonnes publicités, qui vont ensuite se convertir chez nos clients. On a Mmh. juste décidé de partir un peu plus loin Un cran, dans, ouais. dans ce tunnel, enfin plutôt de faire un tunnel complémentaire, puisque là on n'est plus sur le travail de l'audience, on est sur le travail des éditeurs de logiciels, dans lequel on s'est dit, ben, on va d'abord laisser la possibilité à tous les éditeurs de s'inscrire gratuitement toute l'année à la communauté B2B Rocks. Donc aujourd'hui, on est monté quand même à 36 000 contacts, 16 000 sociétés, Mmh. qui parmi celles-ci vont pouvoir participer durant l'année à des événements qu'on organise, des live Twitch, des webinaires, etc., qui, parmi une partie de cette communauté, va venir à l'événementiel. Et généralement, parmi ces cibles qui sont l'événementiel, un grand nombre va s'inscrire ensuite directement sur Advisor, puisqu'on est du coup, bien évidemment, un des premiers partenaires, pas le seul, hein, un des premiers partenaires de l'événement, qui va du coup bénéficier de ces leads au même titre que des cloud providers ou autres sponsors qui, bien évidemment, ont payé pour pouvoir faire leur promotion Ouais. lors du boost, de la tenue d'un stand et dans la récupération des leads pour les packages les plus élevés. Super, super intéressant comme business model. Et du coup, tu as déjà atteint ce deuxième plafond de verre via B2B Rocks, ou est-ce que tu penses déjà un peu, justement à quelle sera la prochaine étape pour continuer à croître? Très bonne question. Euh, on n'est pas un SaaS chez Advisor, on n'est pas Ouais. complètement un SaaS. On reste une plateforme. Donc une plateforme a des enjeux de service professionnel. On va dire, on n'est pas une agence marketing non plus, mais on a des enjeux de service professionnel. Donc on n'a jamais eu une approche complètement product-led parce que chez Advisor, comme chez nos concurrents principaux, c'est important d'avoir un échange avec nos Mmh. prospects, ensuite avec nos clients pour les retenir, pour bien comprendre quelle est leur stratégie marketing de notoriété, visibilité, lead gen, les bons ICP, les segments d'entreprise, les personnes à contacter, à recontacter, voilà, connaître toute la stratégie. Ouais. Donc, on est obligé d'avoir cette logique de service professionnel. Néanmoins, pour, pour répondre à ta question, on va quand même de plus en plus sur une approche product-led, faisant en sorte qu'un grand nombre d'éditeurs, parce qu'ils ont finalement une software catégorie assez classique, par exemple la gestion de projet, qu'ils Mmh. vont viser du SMB. Donc en gros, ils sont pas contents d'avoir des grandes entreprises, de l'enterprise, du corporate. Et voilà, de toute façon, à partir de 10 personnes ou à partir d'une licence, ça marche bien dans leur propre funnel. Ou dès lors, pour tous ces acteurs, on a une approche qui est beaucoup plus product-led, avec des Ouais. modèles pay as you go, on va dire comme Google AdWords, on définit un budget, et ensuite chacun va pouvoir optimiser ses campagnes par lui-même. Donc c'est peut-être le troisième sujet qui nous reste à développer. Il faut déjà d'abord générer tout ce qui est trafic. On a un modèle d'IA qui a été développé grâce au programme France 2030 qui est aujourd'hui en route. Donc aujourd'hui, c'est une IA qui va positionner toutes les publicités sur tous les domaines d'Advisor. On a vraiment une OK. analyse à froid d'un visiteur en fonction du parcours du visiteur, de premier article dans lequel il a été, des pages produits des concurrents et à travers des scripts de tracking qui vont ensuite mesurer sa conversion chez nos clients. Il y a toute une chaîne de rétro-information qui permet à notre algorithme d'apprendre. Et ça, aujourd'hui, c'est breveté et ça a une grande valeur. Mais il fallait d'abord faire ces deux premiers sujets, être fort en trafic, être fort en qualité pour ensuite aller continuer scaler un niveau plus loin.
Ouais, super intéressant. Ça m'amène un peu une autre question. Enfin, du coup, j'imagine un peu comme un modèle, enfin, pour grossir les traits, mais comme un Spotify où tu vas écouter un style de musique et ça va te proposer des musiques assez similaires. Euh, du coup, ça m'amène à une autre question qui n'était pas forcément prévue, mais c'est quoi un petit peu, toi, ta vue, enfin, comment est-ce que tu vas utiliser l'intelligence artificielle pour Advisor? Parce qu'effectivement, bah, là, tu as un premier play sur le côté, bah, on va vous proposer le contenu le plus pertinent par rapport à une analyse du comportement sur le site. Qu'est-ce que tu vois demain ou ce que vous faites déjà sur de la rédaction d'articles, justement, déjà un peu aidé avec l'intelligence artificielle? Bah, naturellement, si je te disais qu'aujourd'hui, en 2024, 100% de nos contenus sont 100% réalisés par des copywriters, je te mentirais et Mmh. je pense que ça démontrerait pas notre professionnalisme et notre capacité à scaler. Ouais, aussi, Bien ouais. évidemment, les contenus aujourd'hui, la base, soit du brief, soit du contenu, doit être réalisé à travers des outils quels qu'ils soient d'IA et on n'utilise pas forcément ChatGPT de notre côté. Mmh. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur un article, par exemple, de 2000 mots qu'on va réaliser, on a des prompts qui font entre 2 et 3000 mots. Ah oui, OK. Nos Ouais. prompts sont plus longs que les articles finaux. Pour Par contre, produire le meilleur contenu. c'est notre intelligence métier, notre connaissance du SEO qu'on optimise au fur et à mesure du temps. Hein. Il y a des sujets extrêmement prégnants dans le monde du SEO en ce moment avec la partie SGE de Google qui devrait Mmh. arriver courant de Très cette année, prochainement. certainement sur Ouais. Q3 en Europe. Tout ça pour dire que effectivement, aujourd'hui, on n'écrit pas complètement le contenu. Par contre, on va mettre toute l'intelligence pour que ce soit le meilleur contenu, voire même que ce soit un meilleur contenu au final que s'il était réalisé par un humain, hormis que ce soit un humain extrêmement expert sur le sujet, Mmh. sur le SEO, et qui sait écrire en fonction du bon personnage. Puisque forcément, on reprend l'exemple de tout à l'heure, entre comment faire une facture sans TVA pour un auto-entrepreneur, et comment aborder le sujet de la BI si je suis CIO à un moment donné Ouais. du CAC 40, forcément, il y a des tons, il y a des tournures de phrases, il y a des approches qui sont différentes. C'est pas les mêmes, compétences, effectivement. Colin, merci en tout cas pour cet échange. C'était super intéressant d'en savoir un peu plus. Bah, je te remercie. Je te souhaite du coup une excellente continuation à toi. Merci à toi Hugo, puis merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés alors. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.